L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Et bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et aujourd'hui, si on parlait d'un business de saison, celui du sapin de Noël, de femmes iséroises qui ont marqué notre histoire et des youtubeurs grenoblois en tête des palmarès de l'année. Et pour parler de ces sujets, j'ai à mes côtés Laurie Baillet et Charlotte Faulkner. Bonjour à toutes les deux. Salut Thibaut. Membre Salut. éminente de la rédaction de Télé Grenoble. On a également en face de vous un invité de saison. Bonjour Jérémy Raja. Bonjour. Vous êtes éleveur de sapins dans le massif de Beldon, le marché de sapins qui vient d'ouvrir à Grenoble ce week-end. Il va se poursuivre évidemment jusqu'à Noël. On en parlera dans quelques instants. Donc vous êtes venu avec quelques branches. On va faire un peu de pédagogie. Tout à fait. Mais avant ça, pour la dernière émission de la semaine, c'est la traditionnelle revue de presse, comment les médias nationaux ont parlé de notre département cette semaine, Charlotte. Eh ben, on commence avec un reportage de CNews le week-end dernier sur l'ouverture des pistes et du domaine de l'Alpe d'Huez. Dimanche matin à 8h30, très bon réveil. Partons à la montagne pour commencer, ça tombe bien, car il va encore neiger aujourd'hui sur l'ensemble des massifs français. Focus sur l'Alpe d'Huez. La station a été élue pour la 3e année consécutive meilleure station d'Europe. Les portes sont ouvertes depuis hier et les skieurs, bien sûr, au rendez-vous. Ils ont de la chance, il fait beau et il y a de la neige. Marine Chaise vous raconte, regardez. Dans le jargon, c'est ce qui s'appelle un marronnier. Tous les ans, les stations, elles ouvrent. Donc, tous les ans, les télés et les journaux font des reportages. Mais bon, on fait pareil qu'eux. Et puis, on est content d'apprendre, grâce à CNews, que l'Alpe d'Huez est la meilleure station d'Europe. Voilà, venez skier chez nous en Isère. Alors, direction maintenant LCP pour leur émission Circo. Donc, une équipe de la chaîne a suivi Monique Limon, donc députée En Marche de la 7e circonscription de l'Isère. Elle s'est également portée volontaire pour être ambassadrice des retraites de l'Assemblée. Et elle était donc l'invitée du Récap Info, l'émission politique sur notre antenne. Alors, dès le lendemain, Monique Limon reprend son bâton de pèlerin. Direction Grenoble et sa télé locale. Elle aura 40 minutes pour convaincre que la réforme est nécessaire. Aujourd'hui, il sera notamment question de réforme de la retraite avec vous, Monique Limon. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de passer ces 40 prochaines minutes avec nous sur ce plateau. Et le message est clair. Pas la peine de s'énerver, rien n'est figé. En tant que députée, elle peut encore avoir de l'influence sur le texte. Notre job, si je puis dire, c'est vraiment d'aller à la rencontre des gens pour expliquer ces préconisations et voir comment elles sont ressenties, qu'est-ce qui s'exprime autour de ça pour pouvoir les recueillir et encore une fois, pour les rapporter. Voilà, petit extrait de cette émission. Toute l'émission de la chaîne parlementaire n'a pas été tournée dans les studios de Télé Grenoble. C'est une petite partie. Vous pouvez d'ailleurs la revoir en replay, puis elle va être diffusée tout au long du mois de décembre sur LCP. Ça fait quand même bizarre de voir notre télé sur une télé des autres. C'est Inception, la télé dans la télé, et nous on en reparle ici, c'est un peu ça. Et puis forcément, on va faire un petit clin d'œil à Marie-Caroline Abrial qui gère le Récap Info et qui a même eu le droit à une séance questions à la fin. La députée a l'impression d'avoir réussi son grand oral. Mais le spectre de 1995 et le blocage général n'est pas très loin. Et ça risque d'être plus compliqué que ça, peut-être. Je pense que juste quelques explications, on sent qu'il y a quand même une grogne un petit peu générale en ce moment et que si ce thème-là, c'est celui qui va permettre de mettre les gens dans la rue, ça pourrait peut-être être celui-là. Voilà du nez, Marie-Caro. C'était avant la manif des retraites. Avant la manif, exactement. Et puis la rédaction, décidément, sur tous les plateaux télé, comme cette fois-ci, c'est chez nos confrères de TL7 à Saint-Étienne, qui revenaient dans leur émission Sport 7 lundi sur la Saint-Élion, une course à pied entre Saint-Étienne et Lyon, qui se court de nuit sur 76 km. Me demandez pas qui fait ça, j'en connais pas. On regarde ça. Il y a énormément de déchets chaque anné. On a un gros chroniqueur qui est de côté de Grenoble, qu'on salue d'ailleurs. Il s'appelle Thibaut Leduc, justement, qui est de Télé Grenoble. C'était sa première participation. Je l'ai appelé ce matin. Il dit j'en peux plus. Ne me parle plus de course. Je suis fatigué. C'est peut-être la pluie. D'ailleurs, ça a été très compliqué. Il avait quand même 3 vêtements de rechange. Quand même. Il s'est changé 3 fois.
parce que c'était, comme vous l'avez dit, très Ce qu'il y a, c'est que typiquement, il y a des personnes qui changent de chaussettes, c'est important d'avoir les pieds secs. Mais comme les chaussures sont mouillées, les chaussettes, elles restent sèches à environ 35 secondes. Hein. Ouais, encore, t'es gentil. Ouais, je suis gentil. Bon alors Thibaut, j'ai une question, les yeux dans les yeux. Pourquoi? Pourquoi j'ai fait ça? Ouais, pourquoi? Non mais vraiment pourquoi? Eh bien, on vient d'avoir la réponse. C'était pour passer sur TL7, notre chaîne amie de la Loire, chaîne locale, qui m'ont fait un petit clin d'œil. Ben non, écoute, je sais pas toujours, je sens rien. Non, parce que tu vois, il y en a pour le plaisir, il y en a, ils font des spas avec des bains de boue, mais toi, c'était un peu la même chose en fait. C'était pour le bain de boue, on a été servi. Là, ce sont des images sans trucage, sans montage de cette course assez folle. Enfin, en tout cas, c'était des 15 dernières éditions, celle qui s'est déroulée dans les conditions les plus compliquées. Il voulait courir comme ça pendant 76 km. Ça tombe bien, c'était ta première en plus, j'ai envie de dire. Et peut-être ma dernière, parce qu'arriver au bout à ce rythme-là, c'était un peu compliqué. Mais bon, ça fait des bons souvenirs. Et puis, ah oui, il fallait pas. Est-ce que tu es tombé? Je suis pas tombé. Je suis un des rares peut-être à pas être tombé. J'ai été très prudent. Tu vois, il y avait certains passages où de toute façon tu pouvais pas courir. Il fallait vraiment faire attention pour pas mettre, on va dire, toute la jambe dans l'eau froide, parce qu'effectivement, elle était un petit peu gelée. Mais c'était une bonne expérience. Je sais pas pourquoi je l'ai fait. C'était une forme de défi. Et puis voilà, je rends hommage aussi à nos amis de TL7. Un petit coup de folie. Non, mais parce qu'il y avait des journalistes qui couraient pas la course, contrairement à moi, mais qui la suivaient pour faire des images toute la nuit, puisque ça se court à partir de minuit. Et eux aussi, ça devait pas être bien compliqué. mieux, ouais, je pense. Et je précise qu'on diffusera la Saint-Élion sur l'antenne de Télé Grenoble la semaine prochaine. Ça fait partie des programmes mutualisés avec les autres chaînes de la région. Donc tu pourras la suivre, Charlotte. Ils ont suivi la tête de course. Je suis pas trop dedans. Ah non. On jettera quand même un petit coup d'œil. Et puis on va clôturer cette revue de presse avec un gros domaine là que tu maîtrises sur le bout des doigts, Thibaut, YouTube. Ah oui, ça c'est ma spécialité. Voilà, exactement, car tu le sais, de nombreux youtubeurs sont originaires de l'agglomération grenobloise. Alors si j'en parle dans cette revue de presse, c'est que BFM TV a sorti le classement des vidéos YouTube hors musique qui ont le plus marché. Et alors sur le podium cette année, on retrouve Mister V, qu'on connaît bien ici puisqu'il est de Verey-Voroise et il a cartonné en 2019 avec sa vidéo Le rap versus la réalité 2 qui a comptabilisé, je vous laisse deviner à peu près le nombre de vues qu'il a pu faire pour être numéro 1. 100 000, 200 000, Non, plus. 300 000, Plus. 500 000, 1 million, Plus. 10 millions. Des millions. 27 millions plus précisément, 27 millions de vues et du coup il a la plus haute marche du podium, je vous laisse regarder ça. Rap, frérot, tous les jours on vend la dope. Moi je dois faire de la moula. Demain j'achète une villa pour la maman. La maman, la maman. Une villa pour la maman. Maman veut sa villa et vive la vida loca. Réalité. Comment ça, une villa? Ah, tu l'as vu? Mais d'où une villa? On est très bien ici avec ton père. D'ailleurs, toi aussi, t'es très bien parce que tu pars pas de la maison à 31 ans. Non, t'inquiète, maman, je vais percer. 200 vues en 2 semaines. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce qu'en fait, il y a trop de vues, ça a bugué YouTube. On dit d'où? Arrête de m'appeler Didou, là. Moi, c'est Pharmacito. Oh, c'est pas vrai, ça. Ras le cul, là. Non, mais déjà, au moins... Mais Mams! Tu peux ranger ta chambre. Mais Babs! Tu commençais par participer. Dis à Mams qu'elle se calme, ça! C'est pas possible, hein. J'en ai marre de cette femme, là! Sérieux, ça me calme, les coums, là! Je n'ai plus que rams sur le bol! T'as tout compris, Thibaut? Oui, en tout cas, j'ai rigolé. 27 millions de vues. Quand on sait que les youtubeurs sont rémunérés au nombre de vues, alors j'imagine que c'est pas 1 euro le nombre de vues, mais il doit pas être malheureux, Mister V. Et je fais un petit mea culpa. Charlotte, tu n'étais pas née, mais j'ai peur quand tu dis ça. Au début de Télé Grenoble, il y a une quinzaine d'années, Mister V, qui s'appelle Yvick Le Texier, nous avait envoyé un mail à la rédaction de Télé Grenoble. Il nous disait qu'il faisait des vidéos et il nous proposait éventuellement de les diffuser sur l'antenne de Télé Grenoble. Je suis sûre que tu as eu le nez très fin. Il a dit non. Ah ouais, à l'époque, il avait 15 ans, alors c'était beaucoup moins abouti que ce qu'il fait aujourd'hui, mais je me souviens très bien de ce mail où il nous disait qu'il habitait à côté de Grenoble, à Verey. Et non, on avait dit non, on lui avait demandé peut-être de retravailler un petit peu le concept. Bon. Peut-être que là, on n'a pas été inspiré. Ou je n'ai pas été inspiré. Je te rassure, je devais être née parce que si j'étais pas née il y a 15 ans, tu serais un peu légalement en problème. Non, c'était en 2005-2006, ouais, effectivement. Mais lui était très jeune. Eh ben, on va pas s'arrêter en si bonne route puisque sur la deuxième marche du podium, on retrouve un autre youtubeur grenoblois, Joyka, que cette fois-ci tu avais reçu sur ton plateau et il a fait une reprise de la chanson de VJ Dream, Ramener la coupe à la maison, qui avait rythmé un peu la Coupe du Monde en 2018. Et pro des parodies, il a donc revisité ce titre, Ramener un grec à la maison. Et c'est donc la deuxième vidéo la plus vue sur YouTube en France avec 9,8 millions de vues. Ramener le grec à la maison.
pas aller chercher bien loin pour faire des vues sur YouTube parfois. Et donc, comme la musique, c'est un peu la spécialité de Joyka, c'est un talent qu'il a mis à profit lors d'une de ses vidéos pour mettre en avant le territoire isérois, parce qu'il y a toujours des attaches ici. Et c'est donc la station de Champs-Rousse qui a eu les honneurs. Tu veux partir au ski mais tu sais pas où. Plus besoin de chercher. Ski de piste ou ski de fond. Meilleure station c'est. Va remonter mécanique sur l'ensemble du domaine. 42 pistes allant de la verte jusqu'à la noire olympique. Donc va, forfait pour toi. Je te les fais gagner sur Insta. Bon, l'Alpe d'Huez, Champs-Rousse, les stations sont de sortie dans cette revue de presse. Il faut que tu m'expliques un truc, Charlotte. Effectivement, ce youtubeur était venu ici même sur ce plateau il y a quelques années. C'était en mai 2017. Et j'ai retrouvé les images. Le voilà, Jordan, c'est son nom de ville, alias YouTune. C'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque. Alors pourquoi il a changé de nom? C'est bien le même. Hein. Non, oui, c'est le même, mais il a changé de nom parce qu'il me semble, que je ne dise pas de bêtises, c'était comme il fait aussi beaucoup de musique et des titres, Joyka, c'est quand même vachement plus vendeur pour vendre ses titres qui passent à la radio que YouTunes. D'accord, bon. Donc on salue YouTunes, Joyka et Jordan, originaire de Fontaine, à côté de Grenoble. Laurie, toi, tu vas pas nous parler de youtubeurs. Hein. Non, et ni d'hommes. Ni d'hommes, d'ailleurs. De femmes. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'hommes pour l'instant. Voilà, c'est ça. Donc moi, je voulais vous parler des femmes avec un grand F. Elles sont mises à l'honneur en ce moment sur Grenoble avec de nombreuses expositions. Donc je vous propose de suivre le guide. Je vous emmène d'abord au musée dauphinois, donc jusqu'au 27 avril. On retrouve l'exposition Rose Valland en quête de l'art spolié. Donc au cœur de cette exposition, une figure de la résistance française d'origine iséroise, Rose Valland. Elle a eu une vie extraordinaire. Elle est née en 1898 dans une famille modeste à Saint-Étienne-de-Saint-Joire. Elle réalise un cursus brillant dans l'art et intègre le musée du jeu de paume en 1932. Alors que le musée devient à partir de 1940 un lieu de transit des œuvres d'art spoliées par les nazis, elle, Rose Valland, elle reste à son poste. Et pendant l'occupation, la spoliation des biens juifs est une véritable entreprise secrète, donc qui a pour objectif d'alimenter les collections des plus hauts dignitaires nazis. Rose Valland, elle est au cœur d'un réseau comme une infiltrée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle comprend très bien l'allemand et ce qui va lui permettre en fait de récolter des informations précieuses sur l'origine des œuvres spoliées et l'endroit où ces œuvres elles vont être envoyées, donc notamment en Allemagne et en Autriche. Elle étudie les inscriptions, les tampons, les inventaires. Elle fait même les poubelles pour récolter toutes les informations possibles. Et donc, grâce à son travail, on a retrouvé plus de 60 000 œuvres d'art. Donc, 45 000 ont été restituées aux propriétaires légitimes. Donc, la plupart du temps, c'est des familles juives. Rose Valland, elle a reçu plusieurs distinctions. Elle est notamment médaillée de la Résistance et chevalier de la Légion d'honneur en 1946. Mais par rapport à ce qu'elle a accompli, finalement, c'est pas grand-chose. Bon, donc c'est à voir au musée dauphinois. Le guide, il nous emmène où maintenant? Alors maintenant, je vous emmène au musée de la Résistance et de la déportation de l'Isère. Oui, j'aime bien être guide. Donc pour aller voir l'exposition Femmes des années 40, elle se termine le 18 mai. Donc ici, on revient sur l'histoire de ces femmes iséroises de l'entre-deux-guerres à la Libération qui se sont positionnées et qui se sont engagées. Donc elles étaient mères de famille, femmes de prisonniers, de guerre ou travailleuses. Et donc, dans les années 40, être une femme, c'est rester à la maison, faire des enfants et potentiellement faire le choix de collaborer et de s'engager. Et les femmes étaient cantonnées à des rôles non décisionnels comme secrétaire de mairie, infirmière, mais elles étaient quand même employées en tant qu'agents de liaison. Et en Isère, nous avons notamment deux grandes femmes, Marguerite Gonnet, donc chef départementale Libération Sud, résistante, combattante, pleine de courage. Elle délivre notamment des tracts antinationaux clandestinement et elle déclare en 1942 « Lorsque les hommes laissent tomber les fusils, il faut bien que les femmes les ramassent ». Et puis il y a aussi donc Marie Renoir, chef départementale du mouvement Combat. Marie Renoir, elle est connue pour avoir fait de la propagande gaulliste à la sortie des usines. Mais je ne vous en dévoile pas plus, il y a encore bien d'autres femmes. Bon, à voir au musée de la Résistance à Grenoble. Il y a des rues d'ailleurs qui portent leur nom. Marie Renoir, je crois que c'est une rue qui date de 1968. Et puis plus récemment, Marguerite Gonnet a également sa rue dans Grenoble. En 2014.
2014. Très bien, guide Laurie. Et ensuite, donc maintenant, je vous emmène au musée de l'Ancien Évêché pour voir l'exposition Viviane Meyer, street photographeur. Elle se termine le 15 mars. Donc Viviane Meyer, elle n'a pas été connue ni reconnue de son vivant, malheureusement. Elle est une grande photographe humaniste, une photographe de rue américaine qui a passé l'essentiel de sa vie entre New York et Chicago. Elle a des origines en Dauphiné. Elle a vécu quelques années dans cette région des Hautes-Alpes. Elle a réalisé plus de 12 000 photographies, mais elle a gardé les négatifs en fait pour elle. Et puis un jour, John Maloff, un fils de brocanteur, a acheté son fonds photographique lors d'une vente aux enchères en 2007. Donc il a acheté le tout pour $380, donc c'est pas grand-chose. Et John Maloff a reconnu en fait un travail d'exception. Il s'est retrouvé à la tête de plus de 100 000 négatifs, 700 rouleaux de pellicule en couleur et de 2000 rouleaux de pellicule en noir et blanc non développés. Donc pour la faire connaître, il a commencé par la toile, il a créé un blog donc avec plus de 200 photos et là ça a été un énorme succès. Il a appris notamment la mort de Viviane Meyer en 2009 et donc là il s'est vraiment donné pour mission de la faire connaître dans le monde entier et là c'est mission accomplie. Donc côté travail, Viviane Meyer, elle a toujours travaillé en solitaire avec son appareil photo. Elle était gouvernante de métier, elle a arpenté les rues et saisissait des moments, des visages. Elle photographiait les enfants et elle avait un intérêt tout particulier pour l'autoportrait. Merci, cet éclairage sur ces femmes assez remarquables qu'on peut donc découvrir dans les musées de Grenoble. Est-ce que tu as préparé ton sapin de Noël, Laurie? Pas encore, peut-être ce week-end. Bon, bah, tu vas pouvoir le faire puisque le marché au sapin de Grenoble vient d'ouvrir. Jérémy Raja est l'un des producteurs qu'on peut retrouver sur ce marché. Vous espérez en vendre combien, d'ailleurs, Jérémy, pendant les deux prochaines semaines? Bah, pour ma part, environ 500. 500. On les voit là, c'est installé donc côté boulevard Clémenceau, côté de l'ancienne patinoire. C'est ça. Vous êtes combien de producteurs chaque année? 8 producteurs. Il y a Beldon et le Vercors. Vous tirez un peu la bourre entre producteurs ou on s'entend sur un marché comme celui-là? Non, il y a une bonne entente et voilà, chacun a ses sapins, chacun a ses clients. Et on essaye d'être là pour trouver le sapin aux clients et non pas se tirer la concurrence. Combien ça coûte en moyenne un sapin naturel comme ça? Ça peut aller de 10 à 100, 150 euros maximum pour des 3-4 mètres. Et voilà, en moyenne, c'est 25 euros. Si on attend un peu, les prix baissent. La veille de Noël, vous bradez oui, bah les stocks. après, on n'a plus le choix. Hein, non, mais... Bon, il y a des espèces plus chères que d'autres. Alors, on a différentes variétés. Donc, il y a l'épicéa qui est le moins cher. Donc, c'est celui qui sent bon, mais qui ne perd pas, qui perd ses aiguilles. C'est cette branche-là. Voilà. Montrez. Je vais les. Hop. Alors lui, effectivement, à la fin des vacances, il faut passer un bon coup d'aspirateur. Voilà. Il ne faut pas hésiter à l'arroser ou à le mettre carrément le pied dans le... C'est vrai qu'il sent bon. Puis on peut se dissimuler. Après, nous avons le pingins, donc le sapin bleu aussi, qui est plus résistant que l'épicéa. Il pique, hein? Mais il pique, ouais. Donc si on a des enfants, à éviter. Ouais. Bon, je le donne aux filles. Après, on a le traditionnel Norman. Ça, c'est un peu la Rolls des sapins, non? C'est pas celui-là, la Rolls. Non, c'est pas celui-là. Donc celui-là, c'est un peu le traditionnel, donc qui ne perd pas ses aiguilles, mais qui n'a pas d'odeur. Ah oui, c'est vrai, il sent rien. Et après, nous avons le Nobilis. Donc le Nobilis qui sent très bon, qui ne perd pas ses aiguilles. C'est lui, la Rolls? Ouais, c'est la Rolls-Royce. Nobilis. Nobilis. Toutes ces espèces poussent dans notre région? Voilà. Donc nous, on a une plantation à Prabert. Et donc on plante toutes ces espèces. Alors Prabert, c'est sur les hauteurs de la vallée du Grésivaudan, sur les balcons de Beldon. On voit là des images de votre plantation juste avant la récolte. Alors ce jour-là, il avait neigé, donc ça donnait un côté encore plus féerique à cette plantation. Vous en avez combien de sapins plantés là tout au long de l'année? Alors il y a à peu près 10 000 sapins à l'hectare et j'ai à peu près 2 hectares de sapins de pépinière. Alors c'est une activité forcément saisonnière, le sapin de Noël, ça se vend pas trop en dehors des périodes de fête. Hein. Donc la récolte, c'est un peu comme pour le vin, c'est vos vendanges à vous, il faut tout couper en quelques jours. Voilà, on fait une première récolte pour dégrossir un petit peu et après on affine en fonction du stock qu'on a et qu'on écoule. Ah, c'est-à-dire que vous allez encore en couper? Voilà, on affine en fonction de ce qu'on a besoin. Donc ça c'est... un gros sapin, celui qu'on vient de voir tomber. Hein.
Donc il y a toutes les tailles, hein, ça peut aller de 50 cm à 3,50 m, 4 mètres, sans problème. Il faut combien de temps pour qu'un sapin pousse comme ça et soit commercialisable? Il faut savoir que quand on les plante, nous, ils font une vingtaine de centimètres. C'est déjà des graines qui ont vécu 4 ans. Donc après, voilà, en moyenne, ils ont 10 à 15 ans, quoi. Ah oui, quand même. Ah ouais. Donc il faut bien gérer son stock. Ouais. Si on a un trou de 4-5 ans, on peut être en rupture de stock de sapin. Ah bah oui, après ça peut aller vite. Ouais. Donc le sapin que tu as chez toi, Charlotte, il a au moins 15 ans. Ouais, au moins. On est obligé de les couper ou vous en vendez aussi avec les racines? Alors il n'y a plus qu'une productrice qui les vend avec les racines sur le marché et c'est vrai que ça se fait rare. Ouais. Parce que ça demande beaucoup de travail. Avant et puis après, j'imagine, si on l'achète avec des racines, c'est pour le replanter. Après, voilà, il faut que les gens le replantent. Mais en général, bon, ils le font. Hein. C'est vraiment des gens qui ont un jardin ou voilà, qui veulent pas couper les sapins, quoi. Vous faites quoi le reste de l'année? C'est tranquille comme boulot, hein? Ouais, on fait rien. On est à fond en novembre-décembre et puis après, on regarde pousser les arbres. Malheureusement, non. Bon, pour le marché des sapins, donc en avril, on plante les sapins. Après, toute l'année, on a des moutons qui entretiennent les plantations. Mais voilà, c'est pas notre seule activité. Moi, je suis agriculteur et je fais les bovins allaitants, donc je fais de la viande et des pommes de terre et on est en agriculture biologique. Bon, le sapin vient en complément. Voilà. Vous avez les infos pratiques à demander? Non, oui, moi déjà, vous avez un quota en fonction des tailles que vous coupez. Vous savez que celui-là, vous allez le couper, je sais pas, à 1,20 m, d'autres à 1,75 m. Comment ça se passe un petit peu pour, on choisit un peu. Voilà. On n'a pas de quota. Ouais. Et alors, forcément, les conseils pour entretenir son sapin. Comment on fait? Moi, j'ai déjà mis mon sapin la semaine dernière. Eh ben, parce que j'avais envie de le mettre dès le premier. C'était déjà tôt. Ouais, c'était déjà tôt. Là, on est début décembre, donc faut pour le garder jusqu'à Noël, faut pas hésiter à l'humidifier un petit peu sur les branches s'il n'y a pas de guirlande électrique, ou ne serait-ce que lui mettre le pied dans l'eau ou dans un pot de terre, qui garde de l'humidité et qui continue à pomper de l'eau. Si vous lui mettez le pied dans l'eau, par exemple, ne serait-ce que dans une bassine, vous verrez qu'il va pomper l'eau. Donc, faut pas hésiter à remettre de l'eau comme une fleur. Vous voulez le garder, quoi. Si on l'achète maintenant, on est à 15 jours de Noël à peu près, ça Oui, ça non, tient. mais là, il n'y a pas de souci. Hein. Et si on lui met de la fausse neige dessus C'est pas bien bio, mais bon. Là, on a vu de la vraie neige, voilà. sans trucage, issue de Beldon. Vous serez présent jusqu'au bout, hein, le marché au sapin, c'est jusqu'au 24. C'est quoi les amplitudes horaires? On peut venir un peu n'importe quand dans la journée? Ouais, 8-9 heures et jusqu'à 19 heures max. Ça marche. Merci, Jérémy. Moi, je vais faire mon choix parmi les 4 espèces que vous nous avez présentées. On va terminer cette émission avec notre rubrique « On en a parlé ». Alors, on n'a pas tout le temps de parler, de prendre des nouvelles des invités qui sont venus par le passé sur ce plateau. Là, on remonte jusqu'au 5 juin 2019, c'était il n'y a pas très longtemps. Ce jour-là, on accueille sur le plateau de Si on parlait Nathan Paulin, un eyeliner funambule des temps modernes qui évolue sur une sangle molle sans balancier. C'est sa technique. Et Nathan venait nous parler ce jour-là d'une performance qu'il s'apprêtait à faire dans le centre-ville de Grenoble, une traversée de la place Saint-André, on le voit là, par les airs, dans le cadre du Grand Rassemblement, qui est un festival organisé par le Centre chorégraphique national de Grenoble. Alors, Nathan, il est adepte de ce genre de prestations et il a réalisé il y a quelques jours une autre traversée aérienne. Cette fois, ça se passe à Paris et la sangle a été tendue entre 2 tours d'affaires du célèbre quartier de la Défense. Nathan a évolué à 150 mètres du sol sur plus de 500 mètres de distance et il l'a fait pour la bonne cause puisque cette traversée a été filmée pour le marathon télévisuel du Téléthon qui aura lieu ce week-end sur France Télévisions. Lors de l'édition 2017, Nathan Paulin avait déjà réalisé une performance spectaculaire en traversant sur sa sangle entre la Tour Eiffel et le Trocadéro sur une distance de près de 700 mètres. Voilà, c'est un petit échange. Combien de temps pour traverser? Ça a l'air super long. Il court pas, ça je t'avoue que... non, mais ça a l'air... C'est comme courir dans la boue sur la Saint-Élion. Au bout d'un moment, tu prends ton temps. Oui, non, mais j'imagine bien, mais ça fait une sacrée distance quand même. Ouais, je pense qu'il lui faut quand même une bonne dizaine, voire un peu plus même pour traverser comme ça sur 5 ou 600 mètres. Il ne faut pas tomber. Il détient le record du monde, Nathan, qui est de 1662 mètres de long à plus de 300 mètres au-dessus du sol. Il était d'ailleurs venu nous en parler sur ce plateau et je crois que pour ce record du monde, ils ont mis plusieurs heures à faire la traversée. Mais ce qui est le plus long, c'est pas de traverser, c'est d'installer une sangle sur une distance aussi longue. Là, il faut plusieurs jours en général, c'est assez technique.
On reste dans les airs, Charlotte. Là, on va remonter à l'émission du 22 novembre 2017. On recevait ce jour-là Arnaud Moret, qui est membre du Centre Parachutisme de Grenoble. Il venait de participer aux États-Unis à un record du monde de séquences en grande formation. Ce sont ces images, 217 personnes réunies pour enchaîner plusieurs figures. Eh bien, Arnaud, qui était sur ce plateau, a rajouté un nouveau record à son palmarès. Et voici les nouvelles images. Comme le précédent, il a été réalisé aux États-Unis, dans le ciel californien, le 17 octobre dernier. Il fait partie donc des 128 parachutistes qu'on voit, de 26 nationalités différentes, qui ont été lâchés à plus de 5000 mètres du sol pour réaliser un exploit de grande formation en lâcher intégral. Ça veut dire qu'il faut tenir agrippé au moins le temps d'une photo et réaliser la figure prévue avant de se lâcher et de voler en solo. Il y avait 30% de femmes, on ne les voit pas bien sur ces images, mais je vous le garantis. Et donc sur ces images, on voit un autre saut record, parce qu'ils en ont fait plusieurs pendant cette session. Une figure dite impossible, ça s'appelle le Jewel, qui représente en quelque sorte un joyau étincelant dans le ciel. Et pour réaliser une telle formation, les parachutistes doivent être parfaitement synchronisés et calés sur leur rôle à tenir. Ils sautent un peu à l'aveugle, puisqu'en fonction de sa position, on ne voit pas forcément le résultat final, on ne voit pas si tout le monde est bien connecté au bon moment. Nous, avec cette prise de vue du dessus, on voit qu'effectivement, ça fait un peu un diamant en chimie. Ça ressemble à ça. Et Arnaud est au milieu. Là, il nous fait un petit coucou. Vous l'avez vu, là Oui, bien sûr. Il pense même à dire bonjour à Télégrenoble. Et voilà, ça s'éclate. Et puis, évidemment, après, on tire les parachutes. Mais même pour tirer le parachute, il faut quand même être bien coordonné. On ne peut pas tous tirer en même temps. Voilà pour ce petit retour sur des invités qui sont passés sur notre plateau et qui avaient encore des belles choses à réaliser. Jérémy, bonne fin de saison pour les sapins, même si ça commence ce week-end. Et puis nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres aventures. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe SAMC, vous a présenté Si on parlait.